Au creux de la savane sénégalaise, entre les pistes oubliées du monde et les mystères millénaires de la Terre, s'élevait un bâtiment que le temps semblait avoir délaissé. L'hôtel Somba, un vieux nom tiré d'une langue ancienne, celle d'un peuple disparu depuis des siècles. L'endroit était inconnu des cartes modernes. Pourtant, ceux qui s'aventuraient trop loin dans la brousse finissaient parfois par tomber dessus, comme un mirage trop réel. Les gens du village de Bakunda, situé à une journée de marche, évitaient même d'en parler. On racontait que le bâtiment apparaissait seulement aux âmes perdues et que quiconque franchissait ses portes n'était plus jamais revu. Les anciens, assis sous les baobabs, murmuraient des prières en songeant à ces disparus. Des chasseurs, des voyageurs, même des militaires. Tous happés par le silence. Il y avait quelque chose dans les retours de l'hôtel Somba. Une odeur de terre trop humide, un vent qui ne soufflait qu'à l'intérieur de ses murs. L'architecture mêlait le style colonial français du XIXe siècle avec des symboles africains anciens gravés sur les piliers. 4 étages, tous en pierre rouge, surmontés d'une grande horloge figée à minuit. Aucun oiseau ne survolait l'endroit. Pour ceux qui l'ont connu, l'hôtel Somba était une âme vivante. Mariam Diop était journaliste à Afrique Réalité, une revue d'investigation réputée pour traiter des affaires que même la police refusait de regarder. Elle avait grandi à Rufisque, entre les vagues de l'Atlantique et les rumeurs de la rue. C'était une femme vive, passionnée, méfiante du surnaturel et convaincue que toute légende avait une explication rationnelle. Quand elle reçut une lettre anonyme, manuscrite, lui parlant des disparitions autour d'un certain hôtel invisible, son intérêt fut piqué. Elle pensa d'abord à une farce, mais la missive mentionnait un nom que seule sa grand-mère utilisait jadis. Somba. Le voyage fut long. De Dakar à Tambacounda, puis vers le sud jusqu'à Bakunda. Elle loua un 4x4 avec chauffeur, nommé Lamine, qui, dès qu'elle prononça Somba, devint muet. « Je vous dépose là-bas. Je ne reste pas, madame. » La piste vers l'hôtel semblait surgir de nulle part. De grands arbres léchés de poussière bordaient un chemin si étroit que les branches frôlaient les vitres. Enfin, l'hôtel se dressa devant elle, majestueux, sinistre, intact malgré les années. Elle prit son sac, son dictaphone, son appareil photo et entra. La cloche tinta d'elle-même. Un vieil homme apparut derrière le comptoir, le regard aussi vide que les murs. Il portait un costume noir ancien, mal ajusté, et ses mains tremblaient. Bienvenue à l'hôtel Somba. Une nuit seulement. Le hall était d'une propreté macabre. Tout était figé dans une autre époque. Lustre poussiéreux, fauteuil en velours rouge, portrait d'inconnu aux yeux noirs. Mariam fut conduite à sa chambre au 2e étage. Les couloirs étaient vides, mais elle entendit des voix à travers les murs. Lors du dîner, elle rencontra les autres clients. Moussa, un commerçant burkinabé épuisé, qui disait chercher son frère disparu. Aïcha, une jeune femme ivoirienne en robe blanche, qui affirmait avoir perdu la mémoire. Et Yeroun, un touriste belge perdu sur la route de Nyokolokoba. Tout semblait ralenti, comme si le temps avait déjà commencé à les mordre. Mariam tenta de leur poser des questions, mais ils répondaient par bribes, comme récitant un script. Le repas, bien que savoureux, avait un goût de cendre. Cette nuit-là, Mariam entendit des pas lents dans le couloir. Une ombre glissa sous sa porte. En ouvrant, il n'y avait rien, mais le miroir de sa chambre portait une phrase griffonnée. « Il est dans les murs. » La curiosité de Mariam se transforma en peur. Elle explora les couloirs, trouva une trappe menant à la cave. Elle y descendit à la lumière de son téléphone. Dans les sous-sols, des objets étaient entassés. Vieilles valises, vêtements, bijoux rouillés. Des traces de vie effacées. Certaines valises portaient encore des étiquettes avec des dates remontant aux années 1950, 1972 ou 2004. Mais surtout, elle découvrit une pièce scellée. Une porte de bois noir ornée de symboles inconnus. En l'ouvrant, elle entra dans une salle circulaire dont les murs étaient couverts de fresques anciennes. Au centre, un autel de pierre volcanique. Des symboles d'une langue oubliée y étaient gravés, entremêlés de dessins de serpents, d'yeux et de bras étendus. Autour de l'autel, des statuettes d'argile représentant un être monstrueux, aux bras multiples, la tête masquée par un voile. Chaque statuette semblait orientée vers le centre, comme si elle écoutait un murmure invisible. C'est là qu'elle trouva un vieux journal relié en cuir noir à l'encre délavée, signé « Capitaine Armand Delamarre ». Le journal était rédigé en français du XIXe siècle avec des notes marginales en latin et en peul ancien. Delamarre y racontait son obsession pour l'éternité. Officier de l'armée coloniale française, il avait fui la guerre, la honte et la vieillesse.
À Bakunda, il découvrit un culte ancestral qui vénérait un esprit qu'il appelait le gardien du seuil. Ce djinn était un passeur, un prêt à accorder des pouvoirs si on le nourrissait d'âmes humaines. Delamare avait fondé l'hôtel Somba comme un temple déguisé. Il y enfermait les voyageurs perdus et les offrait au djinn pour retarder sa propre mort. Avec chaque victime, il se sentait revigoré. Le journal décrivait en détail les rituels, des invocations murmurées, du sang versé à minuit, des miroirs servant de porte entre les mondes. Ce n'était pas un hôtel, c'était une machine spirituelle réglée pour digérer les âmes et entretenir un pacte infernal. Mariam sentit le froid du sol lui monter dans les os. L'hôtel était vivant, il avait une conscience, et elle y était enfermée. Le lendemain matin, Mariam descendit dans la salle à manger, mais Aïcha n'était plus là. La chaise où elle s'asseyait restait vide, comme si elle n'avait jamais existé. Personne ne semblait surpris de son absence. Les employés, toujours silencieux, continuaient leur balai muet. Mariam tenta de questionner l'homme à l'accueil, mais il détourna les yeux, le visage figé dans une expression neutre, presque sculptée. Plus tard dans la journée, Mariam aperçut Aïcha dans les jardins arrière de l'hôtel. Elle était debout, immobile, les pieds nus enfoncés dans la terre, la robe blanche tachée de poussière. Ses yeux étaient éteints, fixes, comme ceux d'une statue. Mariam s'approcha doucement et lui toucha l'épaule. Aïcha tourna lentement la tête et un frisson glacial traversa Mariam. Ce n'était plus la même femme. Son regard n'exprimait plus rien d'humain. Ses lèvres bougèrent à peine, laissant s'échapper un murmure rauque. « Tu ne peux plus partir? Tu es à lui maintenant. » Puis elle reprit sa posture figée, les bras ballants, le visage vide. Mariam recula, le cœur battant. Le jardin semblait plus silencieux que jamais, comme si même les insectes avaient fui. Cette nuit-là, Mariam ne parvint pas à dormir. Des ombres dansaient sur les murs de sa chambre, alors qu'aucune lumière ne bougeait. Des chuchotements s'élevaient dans les couloirs, comme un millier de voix parlant tout bas. En ouvrant sa porte, elle vit des silhouettes passer, furtives, sans visage, comme faites de brume. À 3 heures du matin, elle se rendit à la réception. Yoroun s'y trouvait, debout, les cheveux en désordre, les yeux injectés de sang. Il répétait « Je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir ». Mariam tenta de le calmer, mais il hurla et s'élança dans le couloir du 3e étage. Elle le poursuivit, mais quand elle atteignit le bout du couloir, il avait disparu. À la place, une porte se referma lentement, dans un grincement sinistre. Sur la poignée, une goutte de sang. Le lendemain, personne ne mentionna Yoroun. Sa chambre était vide, nettoyée, comme s'il n'avait jamais existé. Moussa, lui, déclinait à vue d'œil. Son teint devenait grisâtre, ses yeux vitreux. Il ne parlait presque plus, se contentant de fixer un point invisible dans l'espace. Son corps semblait se ratatiner, comme une peau qui se vide lentement de toute vie. Mariam comprit alors, elle était la seule encore lucide, la seule encore entière. Elle se rappela qu'elle n'avait pas touché au pain servi lors du premier dîner, ni bu le vin que les autres avaient apprécié. Un détail insignifiant en apparence, mais peut-être crucial. Elle se demanda si les autres avaient été attirés ici parce qu'ils portaient déjà en eux une blessure, une fragilité que l'hôtel savait reconnaître. Et elle? Pourquoi elle? Pour raconter l'histoire ou pour être le prochain sacrifice conscient? Chaque nuit devenait plus étrange. Des visages apparaissaient brièvement dans les miroirs, des enfants riaient derrière les murs, des pleurs s'étouffaient dans les conduits d'aération. L'hôtel n'était pas seulement habité, il était fait d'âmes. Chaque brique, chaque poutre, chaque escalier portait la mémoire d'une victime. Et Mariam sentait cette mémoire s'insinuer en elle. Peu à peu, elle entendait les murmures sans bouger les lèvres. Elle connaissait des prénoms qu'on ne lui avait jamais dit. Elle rêvait d'endroits qu'elle n'avait jamais visités. L'hôtel l'absorbait, mais elle n'était pas encore perdue. Pas tout à fait. Au petit matin, Mariam prit une décision. Elle devait fuir, coûte que coûte. Elle prépara son sac en silence, glissant à l'intérieur le journal du capitaine Delamare, son dictaphone et le talisman en bois noir qu'elle avait arraché d'un mur de la cave. Elle n'avait rien mangé depuis la veille, mais elle sentait que se nourrir dans cet endroit pourrait la lier définitivement à lui. Elle sortit de l'hôtel sans croiser âme qui vive. Le soleil était déjà haut, brûlant, écrasant de sa lumière la savane alentour. Elle suivit la piste par laquelle elle était venue, enfonçant ses pas dans la poussière rouge, le cœur battant à ses tempes. Au bout d'une demi-heure de marche, elle aperçut enfin la pancarte qu'elle se souvenait avoir vue en arrivant, partiellement effondrée, marquée « Bakunda, 15 kilomètres ». Mais quelque chose n'allait pas.
Le ciel s'assombrit soudain, des nuages virent surgir sans prévenir, et le vent se leva, hurlant entre les arbres comme une bête blessée. Les feuilles tourbillonnaient, les branches claquaient comme des fouets. Elle accéléra le pas. La route semblait s'étirer à l'infini. Après 1 heure, elle reconnut un arbre creux aux racines en forme de doigt. Elle était déjà passée par là. Son cœur s'arrêta. Elle était revenue à son point de départ. Mariam tourna les talons, prit une autre direction, tenta de marcher au nord, selon les indications de son téléphone. Mais il n'y avait plus de signal. La boussole tournait sur elle-même, et chaque sentier, chaque détour, la ramenait inexorablement à l'entrée de l'hôtel Somba. La bâtisse semblait la narguer, toujours aussi intacte, toujours aussi froide, comme si elle ne l'avait jamais quittée. À bout de force, elle tomba à genoux. Le sol semblait vibrer, comme si le cœur de l'hôtel battait dans la terre elle-même. Une chaleur étrange émanait de la pierre, une chaleur ancienne, presque fétale. C'est alors qu'elle aperçut une silhouette à l'orée du bois, une vieille femme enveloppée dans un pagne noir, le visage ridé et les yeux voilés par la cécité. Elle se tenait devant une petite case faite de terre et de chaume, perdue entre les arbres, comme un mirage fragile. Mariam, titubant, s'approcha. « Je t'attendais » dit la vieille, sans bouger les lèvres. Elle s'appelait Fatou Niang, gardienne des traditions anciennes. Elle vivait ici depuis plus de 50 ans, veillant sur les frontières entre les mondes. Elle savait tout de l'hôtel. Ce que tu as vu n'est qu'un fragment. Le Somba n'est plus un lieu. Il est entre 2 souffles. Tu es dans le ventre du djinn. Tu ne peux pas fuir le ventre. Tu dois le brûler de l'intérieur. Fatou lui tendit un objet enveloppé dans un tissu indigo. Un silex noir, poli, gravé de signes anciens. Le talisman des passeurs. Le cœur du pacte est dans la salle enfouie sous les fondations, là où le sang fut versé pour la première fois. Si tu y plantes ce silex au moment exact où l'horloge sonne minuit, alors, peut-être, tu briseras la boucle. Mariam prit l'objet, ses doigts frémissants. Son regard croisa celui de la vieille femme, aveugle mais plein de vérité. « Et si je me trompe ?» demanda-t-elle. « Alors tu ne seras plus jamais Mariam. Tu deviendras une pierre du mur, un souffle parmi les autres, une mémoire muette. » Sans un mot de plus, Fatou entra dans sa case. Mariam se leva, le regard fixé sur la silhouette lointaine de l'hôtel. Il l'attendait. Elle avait peur. Mais elle n'était plus une simple victime. Elle était devenue une témoin, et peut-être une libératrice. La nuit était tombée sur la savane comme une couverture lourde et suffocante. Mariam s'approcha de l'autel avec la lenteur d'une condamnée. Pourtant, dans sa main serrée, elle tenait une arme plus puissante que toutes les prières. Le silex de Fatou Niang, noir comme le vide, chaud comme une braise. Elle franchit le seuil. L'air à l'intérieur était plus dense qu'avant, presque liquide. Les murs vibraient d'un murmure grave, rythmique, comme un chant de gorge venu d'outre-tombe. L'hôtel n'était plus un simple édifice. Il vivait, haletait, la sentait revenir. Chaque pas de Mariam résonnait avec lenteur. Elle descendit les escaliers menant aux caves, traversa les couloirs qu'elle connaissait désormais par cœur. Les torches et murales s'allumèrent à son passage. Une présence l'accompagnait. Dans la salle du rituel, le cœur noir du Somba, le vieil homme de la réception l'attendait. Il ne tremblait plus. Son costume était propre, repassé, et son regard brillant comme celui d'un jeune homme. Autour de lui, les statuettes d'argile avaient changé de position. Elle la regardait maintenant. « Tu es revenu » dit-il d'une voix douce. « Pourquoi » ? Pour en finir. Il hocha la tête, presque avec tristesse. Puis il avança dans la lumière. Mariam vit son visage changer sous ses yeux. Le vieil homme n'était qu'un masque. Il se fissura lentement, révélant en dessous une peau blanche parcheminée, un regard clair et froid. C'était lui, le capitaine de la mare, immortel, prisonnier de son propre pacte. « Je voulais juste vivre » murmura-t-il. « Je n'ai jamais voulu tout cela. C'était la guerre, la France m'avait oublié. Et lui, il m'a promis. Le djinn t'a corrompu. Et tu as laissé ce lieu se nourrir d'innocents pendant plus d'1 siècle. » De la Mare tendit la main vers elle. « Donne-moi le silex. Tu ne sais pas ce que tu fais. » Mais Mariam avait compris. Le pacte ne tenait plus que par l'autel. Par le cœur, elle s'avança d'un pas sûr, le silex levé. De la Mare cria, hurla, sa voix se brisant en 1000 notes dissonantes. Le sol trembla. Les murs pleurèrent un liquide noir et fumant. « No, tu vas nous tuer tous. » Mariam planta le silex au centre de l'autel. Une lumière rouge jaillit, éclatant dans toutes les directions. Un cri inhumain secoua l'air, traversa les pierres, s'éleva jusqu'au toit.
Le cri du djinn. Les statuettes explosèrent en poussière. Le plafond s'effondra. Les murs se fendirent. Partout, les visages des âmes piégées apparurent dans la pierre, hurlant, pleurant, implorant. Mariam tomba à genoux. Elle sentit une force l'aspirer vers le sol. Mais elle tint bon. « Vous êtes libre » murmura-t-elle. Une lueur blanche engloutit la pièce. Puis, plus rien. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Mariam était couchée dans l'herbe. Le soleil brillait haut dans le ciel. Devant elle, il n'y avait plus rien. Juste une étendue de terre rouge marquée par un cercle parfait de cendres. L'autel son bas avait disparu. Elle tenait toujours le journal de Delamare, brûlé sur les bords. En se relevant, elle sentit le silence de la savane, pur, naturel, sans murmure ni écho. Elle respira profondément. En marchant vers Bakunda, elle aperçut de loin une silhouette familière. Fatou Niang, assis sur un rocher, lui fit un signe de tête. « Tu as choisi la mémoire ?» dit-elle simplement. « Tu es libre, mais souviens-toi, ce qui fut réveillé peut toujours revenir. » Mariam acquiesça. Elle savait qu'un jour, elle raconterait cette histoire. Non pas pour effrayer, mais pour prévenir. L'oubli est un piège. Et certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais tout à fait.